Bien d'abord, merci à vous tous d'avoir affronté la chaleur dehors pour venir nous retrouver. Alors, on a eu jusqu'à présent, quand même, je suis là depuis le début, depuis mardi, des conférenciers extraordinaires aussi, avec bien rythmés. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit peu plus récréatif. Voilà, hein, voilà. Je vois tout de suite qu'il y a des sourires. On va pouvoir faire la sieste. Non. Croyez pas ça. Voilà. Moi, je vais vous parler aussi de l'imaginaire d'une autre manière. Alors, nous avons eu Jean-Loïc Lequelec, qui nous a fait une conférence formidable. Et il a évoqué justement le monde souterrain, l'imaginaire dans le monde souterrain. Alors moi, ça m'a parlé, on n'a pas eu le temps d'en discuter, parce qu'en Égypte, il faut savoir qu'il y avait le monde céleste, le monde terrestre, et le monde souterrain. Et les cavernes étaient très importantes dans l'imaginaire, justement, des anciens Égyptiens. Donc, il y avait des rapprochements. Et puis, hier, nous avons eu Richard Coussinet, qui, lui, nous a expliqué que l'imaginaire, c'était quand même... maintenant, ça fait partie de la vie quotidienne, et au point qu'on a pu mettre en place quand même une sociologie de l'imaginaire. Donc là, ça fait aussi réfléchir de l'importance justement que l'imaginaire, c'est pas uniquement yo-yo les petites fleurs. Non, il y a quelque chose de plus dans cet imaginaire. Alors moi, je vais vous faire des confidences d'auteur. Pourquoi? Parce que j'ai écrit sur l'Égypte, bien sûr, mais j'écris aussi sur les Pyrénées. J'ai étudié un petit peu les contes pyrénéens que j'essaie un peu de remettre un peu à jour sous un autre regard, pour les faire revivre, parce qu'il ne faut pas oublier que les contes sont sortis de l'imaginaire. Et moi, je vais vous faire des confidences un peu pêle-mêle, comme ça, en vous invitant sur la naissance et les conséquences des contes et légendes sortis du pouvoir de l'homme, que l'homme a voulu partager, mais depuis la nuit des temps. Donc c'est quand même pas d'aujourd'hui, donc ça permet un peu de faire déjà une première réflexion. Alors il y a une question qu'on me pose assez souvent, les journalistes me l'ont souvent demandé, pourquoi écrire sur les Pyrénées lorsque l'on a travaillé tant d'années sur l'Égypte antique et copte? Eh bien la réponse, vous savez, elle est très simple, c'est que ça fait 20 ans que j'habite dans la région, que j'ai couru partout de par le monde, et que depuis quelques années je me suis posée, et je voudrais découvrir la région, et surtout l'homme pyrénéen, dans son univers, dans son milieu naturel, comment il a évolué, qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Et puis, bon voilà, j'ai toujours été intéressée par justement cet imaginaire, mais alors un imaginaire collectif. Voilà, on fait quand même la différence entre l'imaginaire individuel et l'imaginaire collectif comme outil de transmission. Cette année, j'ai surtout essayé de voir ça un peu plus. Donc, je dirais que inconsciemment ou par réflexe, la curiosité m'a entraîné sur des constatations. D'abord, j'ai fait des comparaisons sur le fond entre les contes égyptiens et des contes pyrénéens. J'ai regardé aussi différents thèmes qui m'avaient tenu à cœur en Égypte, comme la place de la femme dans l'organisation sociale, qui est celle de la pyrénéenne, l'éducation, très important, le rôle essentiel de l'observation, ça c'est le point de départ de tout, je vais le développer, car l'observation va entraîner la lecture de l'image qui va façonner l'art. Et l'art, n'oublions pas, va nous amener justement sur l'image, le pèlerinage. On a tout un circuit là qui se retrouve, donc on s'aperçoit que cet imaginaire collectif, en définitive, il a tout un processus assez intéressant. On peut continuer à aller assez loin comme ça. Alors, bon, il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont interrogé, mais je ne vais pas tout vous citer. Alors, il y a eu aussi des rencontres, parce que, bon, on écrit, on fait des salons du livre, et j'ai rencontré des auteurs pyrénéens qui m'ont ouvert aussi sur des livres intéressants, et puis d'autres, des rencontres, et puis j'ai été farfouillé un peu dans les archives, j'ai trouvé aussi d'anciens livres dans lesquels on trouve de véritables pépites sur des contes qu'on a complètement oubliés sur toutes les Pyrénées. C'est assez intéressant. Alors tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh bien, ça m'a permis d'avoir quelques formules pour mieux regarder, observer, ressentir, je dirais prendre conscience de cette notion que j'avais intérieurement et que je ne me rendais pas compte, et bien cette notion de désir, de rencontrer le Pyrénéen dans son milieu naturel pour en apercevoir ce que je nomme la lampe cachée. Vous savez, c'est celle qui est restée allumée, qu'on a oubliée, mais qui pourtant aujourd'hui peut encore répondre à beaucoup de questions.
Voilà. Alors pourquoi la lampe cachée? Attendez, je vais voir si ça marche. Ça marche. Voilà. La lampe cachée, eh bien tout simplement, ça vient d'un livre que j'avais écrit sur l'Égypte il y a 5 ans, c'est La lampe cachée du Nil, où je mettais en évidence la transmission du lointain passé de l'Égypte pharaonique, n'est-ce pas, glissant sur la période romaine qui a accueilli d'illustres réfugiés, la Sainte Famille. Alors là, j'avais donc fait déjà un premier état des lieux, des us et coutumes, qui avait donc glissé, ce glissement déjà entre ces 2 grandes périodes. Et tout cela, je vais le comparer avec le témoignage d'un jeune abyssin qui se prénomme Enalen, cela veut dire l'œil du monde, qui raconte la vie qu'il découvre en Égypte, à travers des aventures au début du XIIIe siècle. Alors, il faut savoir que dans les archives en Égypte, on trouve très peu de renseignements sur le début du XIIIe siècle. C'est une période où on a très peu écrit. Donc cet individu va aller à Alexandrie, va aller dans la vallée du Nil et aussi dans les montagnes de l'Est, au Djebel Galala et le Baaleya. Voilà, donc c'est Antiquité, époque romaine et début médiéval. Voilà. Donc là, on a toute une transmission qui est assez intéressante à étudier. Alors c'est un voyage que je dirais hors circuit touristique, voilà, qui a été très apprécié par l'ambassade d'Égypte à Paris, qui a fait 3 vidéos sur mon travail. Donc j'en étais quand même assez content, parce que c'est quand même 10 ans de recherche. C'est pas un petit rien. Voilà. Et pour eux, l'objectif, c'était de mettre en place, à la demande du pape François, eh bien, un circuit de pèlerinage en Égypte sur le voyage de la Sainte Famille. Donc en travaillant, voyons, c'est quelque chose de plus moderne, je suis revenu en ancien, je suis revenu après, enfin, ouais. Donc on fait un peu des va-et-vient. Voilà. Alors, comme ça vous permet un petit peu aussi de situer mon travail et ce que j'ai pu faire. Pour ça, de temps en temps, je vous donnerai quelques petits exemples comme ça. C'est un peu complexe, voilà. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, est-ce que vous êtes allés en Égypte, certaines personnes connaissez l'Égypte, madame? Oui, madame, ok, et toi? Voilà. Alors, lorsqu'on se retrouve sur le plateau de Gizeh, au pied des pyramides, beaucoup se demandent comment elles ont été construites. Pour ma part, le premier contact. Alors, il faut savoir que le premier contact, pour moi, il s'est fait dans des conditions particulières. D'abord, je ne connaissais rien à l'Égypte, je n'en avais jamais entendu parler. Enfin, entendu parler. Disons que je n'avais pas approfondi. Bon, d'accord, il y a les pyramides, il y a le Nil, machin, tout ça. Ok, mais je n'avais pas été plus loin. Et j'y suis allé en voyage de noces. Voilà, vous voyez, je vous fais des confidences, hein, je vous l'avais dit. Voilà. Alors là, voilà, formidable, extraordinaire, tout ça. Mais alors moi, ce qui m'a interrogé sur le coup, c'est l'origine de la manipulation du peuple face à cette pyramide-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il fallait aller chercher la réponse dans le mode à penser. Le mode à penser de Kemet. Kemet, c'était le nom de l'ancienne Égypte. Le mot Égypte n'existait pas, hein, on l'enlève. Donc je vous parlerai souvent de Kemet, et les habitants, c'était les Kémétis. Voilà. Kemet, ça voulait dire le pays de la terre noire. Alors, moi, ça m'a vraiment interrogé. Pourquoi? Parce que ce mode à penser, il entraîne quelque chose d'extraordinaire, il entraîne une force inépuisable, permettant de créer l'impensable. Là, ça fait réfléchir. Donc voilà, donc entre mes repères professionnels, alors on vous l'a dit, j'ai donc travaillé pour le CSA, et puis j'ai donné aussi des cours à l'Université du Temps Libre à Tarbes. J'ai travaillé aussi pour des écoles pour les enfants, leur faire connaître un peu l'Égypte antique aussi. Bon, j'ai travaillé un peu dans tout, et surtout mon rôle a été aussi basé dans les musées, au musée du Bardo aussi en Tunisie. Enfin voilà, j'ai eu des rôles un peu partout en tant que médiatrice culturelle surtout, pour pouvoir amener les gens à faire visiter un musée par exemple. Voilà. Comment on fait visiter un musée à des personnes handicapées. Voilà, ça a été un peu mon bâton de pèlerin. Et puis, voilà, donc tous ces renseignements collectés m'ont mené sur des errances, où je dois l'admettre, l'imaginaire, car c'est la base, règne en maître absolu. Alors, comment rencontrer le Pyrénéen dans tout ça? Eh bien, pour partir à la recherche de l'imaginaire collectif dans les Pyrénées, qui me permettrait d'articuler le mode à penser du peuple ancré depuis des millénaires dans cette région, je me suis aventurée sur des sentiers de randonnée. Hein, je me suis dit, bon, si on part en randonnée, on va peut-être trouver quelque chose, pas rester là dans la ville, il faut partir.
Et là, j'y ai rencontré eh bien, une nature exceptionnelle. Donc déjà, ça fait beaucoup réfléchir, comme en Égypte, au bord du Nil, une nature extraordinaire, ou dans le delta. Voilà, donc, j'avais des petits points de repère comme ça. Et puis aussi le patrimoine, un patrimoine parfois oublié, caché dans un recoin qui va pourtant tant à raconter. Alors sur cette diapo, je ne suis pas bougée, moi je fais ce que je suis ficelée. Voilà, j'espère que je vais me faire tomber. Ici, c'est juste derrière Lourdes, il y a la vallée Bassulière. Dans cette vallée Bassulière, il y a des carrières de sarcophages. Alors, allez les visiter, c'est vraiment impressionnant. C'est pas tout difficile pour y accéder, donc si vous n'êtes pas trop marcheur, c'est pas compliqué pour y aller. Et pour vous donner une idée, alors j'ai demandé à mon fils, il se prénomme Kefren, naturellement, quand on va en voyage de noces en Égypte, on ne veut pas, hein, voilà. Parce qu'après, j'ai entrepris des études d'égyptologie, voilà, et le coup de foudre, c'est comme ça, voilà. Et donc vous voyez quand même, il est assez grand, et vous voyez un petit peu la grandeur des blocs qu'on a pu soutirer de cette carrière. Alors, il y a plusieurs carrières dans cette vallée. Donc, vous voyez, en fouillant, en cherchant, on trouve des petits secrets, des petits trésors comme ça. Donc, je me suis dit, bon, on va continuer. Donc, sur les sentiers escarpés, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'observe, hein, il faut. J'écoute aussi, parce qu'il se passe plein de choses. Je fouille, je retourne quelques secrets cachés. Et je m'interroge aussi sur la présence des hommes en altitude, en des temps très reculés. Alors, quand on va en montagne, on va passer 2000 mètres, là, on rencontre des villages. On est assez étonné de ce qu'on rencontre. Comment est-ce qu'ils ont fait pour vivre là-haut et pourquoi? Donc, tout ce qu'on a eu cette semaine, un petit peu, là, en aide aussi dans les commentaires, c'est assez intéressant. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Eh bien, tout simplement parce que je cherche un itinéraire. Je cherche un itinéraire qui me conduira sur les sentiers des guetteurs, des marcheurs, des observateurs, des messagers, des conteurs. Et puis, je m'arrête, hein. Quand la fin arrive, je m'arrête et je mange une pomme. Je vais mettre là parce que je vais faire des bêtises. Dans les contes, pourquoi la fée offre une pomme? Eh bien, dans les contrées lointaines, le fait d'offrir un fruit donne souvent lieu à une représentation gravée ou peinte sur un bijou, un vase, un sarcophage, un mur d'un temple, d'une tombe, l'entrée d'une maison. Le fruit est né d'une légende, d'un mythe qu'il ne faut pas oublier, donc qui doit être vu si son histoire ne peut plus être entendue. Des fruits ayant pour saveur la joie, l'amour, la peur, à travers des paroles entraînant les hommes sur des chemins de vie, de mort, de désobéissance, de réconciliation, pour aller parfois jusqu'à la royauté céleste. Un fruit, quel cadeau! En Orient, en Asie, on offre une orange pour ravir le cœur. En Occident aussi, le Père Noël a son orange au pied du sapin. En Égypte antique, eh bien, la grenade a toute son importance. Ce fruit, rouge, rond, orangé, hein, donc qui ressemble bien, voilà, aux grains si nombreux, baignant dans un jus sanguinolent, fut une des représentations de la déesse du ciel Nout, en tant que mère du soleil. Alors, le soleil, Ra. Pour les Kémétis, le ciel, il est liquide. Donc, Nout, c'est l'équilibre liquide de l'univers. Donc, voici une mère qui protège son fils en tant que Kenemet-Touret. Kenemet-Touret. Si vous voulez prononcer l'égyptien, n'hésitez pas à répéter derrière moi. Kenemet-Touret. On fait revivre un peu la langue en même temps, ça lui fait du bien. Voyez, voilà. Kenemet-Touret, c'était le nom du tamis qui servait à verser l'eau qui allait purifier le défunt lors de la momification. Quel rapport avec la mère du soleil? Eh bien, vous allez voir. Hein, on a parlé imaginaire, hein, alors il faut y aller. Hein, là, il faut faire un petit effort. Là. Voilà. Tout simplement, en tant que mère du soleil, Nout va servir de tamis pour purifier l'eau fétale. Et également pour rassembler tous les éléments qui constituent son fils, le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil meurt tous les jours.
et il va renaître tous les matins. Donc il faut que dans sa globalité, il soit intégralement reconstitué et purifié. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que le soleil, qui est aussi une boule rouge-orangée, va protéger dans son corps, par son propre sang purifié, tamisé, il va protéger ses propres fils, les rois. Dans la titulature royale, fils de Ra se dit Sa-Ra. Sa, c'était pour le fils. C'était représenté par une oie. Et Ra est représenté par un cercle avec un petit point à l'intérieur. Donc, le soleil va protéger chacun de ses fils. Et on le dit dans le nom des rois. Les rois avaient 5 noms. Hein. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, non, je vais dépasser le temps, je ne peux pas raconter. Et puis, en Égypte, eh bien, un pas suffit, oh mais pas un grand, un petit, pour que les premières communautés chrétiennes d'Alexandrie fassent de la grenade la représentation symbolique de l'Église, avec en son corps les fidèles unis par le sang du Christ, le jus sanguinolent. La grenade, c'est un fruit qui mûrit en automne, après avoir été inondé de soleil tout l'été. Ah, la voici, ma pomme. Ça, c'était mon pommier dans mon jardin l'année dernière. J'en aurais un peu moins cette année. Voici la pomme, ronde rouge croquante, bien sucrée, objet de tentation au paradis qui entraînera le malheur d'Adam et Ève, puis objet de désaccord au jardin des Hespérides. La pomme qui, dit-on, déclenchera la guerre de Troie. Plus près de notre culture, la pauvre Blanche-Neige s'endormira sous l'effet du poison, cachée dans une pomme offerte par la méchante reine. Miroir, mon beau miroir. Et sur le chemin des contes pyrénéens, voici qu'une fée offre une pomme à la personne qu'elle choisit pour jeter un mauvais sort, ou bien pour réaliser un souhait, mais encore pour l'embellir d'un don. Le don de la parole juste et équitable, l'éloquence. Ah, mais moi, ça me rappelle une qualité très chère aux Égyptiens du Moyen Empire, moins 2040. L'art de la parole était une marque de reconnaissance pour l'élévation sociale. Les biographies des nomarques révèlent les inscriptions décrivant justement les qualités dans des formules. Alors c'est des formules qu'on trouve souvent à l'entrée de la tombe du nomarque. Hein. Parce que dès qu'on arrive dans la tombe, on arrive chez le nomarque, on arrive chez une personne, donc on y met ses titres. Et les titres de l'éloquence étaient très importants. Alors on y trouve par exemple le discours, l'habileté de la parole, l'excellence, les paroles agréables de l'ami unique. Alors ça c'était le net plus ultra. Dans mon livre, la Hadéta du mauvais bourg, c'est donc des livres sur les Pyrénées, la Hadéta c'est une fée. Voilà. Alors je l'appelais Leda parce qu'elle a mauvais caractère, elle n'est pas terrible, bon, voilà, elle a plein de défauts, voilà. Mais c'est une fée des eaux. Ah, ouais, ça c'est très important, surtout dans les Pyrénées. Voilà. Elle a donc le pouvoir de la faire apparaître, cette eau. Mais pour cela, il faut qu'un personnage attendrisse son cœur. Donc son choix va se porter sur un enfant d'un village médiéval, le Mauvais Bourg. Alors le Mauvais Bourg, c'est un des noms qui avait été donné à Maubourguet. Maubourguet que j'habite depuis 18 ans. Et ils n'ont pas aimé, enfin le maire il n'aime pas, mais c'est pas grave, on va pas lui dire. Voilà. À cette époque-là, il y a la sécheresse et on est en plein travaux d'agrandissement de l'église. Ça, c'est quelque chose de réel, vous voyez. Dans mes histoires, on trouve des choses réelles qui se glissent dedans, voilà. Il y a effectivement, ça a existé. Que va faire la fée? Eh bien, la fée, elle va donner le pouvoir de la parole à un enfant qui servira d'intermédiaire entre l'homme et la fée. C'est-à-dire entre la réalité et l'imaginaire, la dureté de la vie et l'illusion. Moi, je continue mon voyage. J'aime marcher sur le sentier où m'attend le guetteur. C'est lui qui va mettre en place l'imaginaire collectif dans la continuité du temps. Mais voilà, il y a trop de bifurcations sur mon chemin, je ne sais vraiment pas laquelle prendre.
comment trouver un itinéraire. Donc je vais utiliser ce que je connais, c'est-à-dire le marquage des kémétis. Ils ont mis en place une conception structurée de leur environnement afin de calmer leurs angoisses et d'avoir foi en l'espérance. L'Égyptien trouvera dans l'observation de son milieu naturel des gestes, des mouvements, des fonctions impossibles à faire par l'humain, mais réalisables par exemple par des animaux. L'œil perçant du faucon, le crachat du venin du cobra. Tiens, là, on va pouvoir le faire celui-là. Le portage de la terre sur le dos en traversant le Nil. Là, vous avez la rivière, on va se mettre au bord, on va se mettre de la terre sur le dos, on va nager, on va arriver de l'autre côté. La terre, elle n'y sera plus. Par contre, le crocodile, lui, il le fait ça très très bien. Saut au bec. Le voilà qui va arriver. Il y a aussi des plantes qui vont les interroger. Comme les feuilles de laurier qui sont un poison. Pas le laurier sauge, mais le laurier fleur. C'est un véritable poison. Mais il y a grenade, je vous en ai parlé. Et puis il y a les phénomènes naturels. La lumière issue du soleil et de la lune. Le souffle du vent. Essayez de tourbillonner en soufflant. Vous ne pouvez pas. Le vent, lui, le fait. Ce sont des phénomènes qui vont interroger les Égyptiens. Et naturellement, le pire de tous, enfin le plus grand de tous, c'est la crue du Nil, la montée des eaux du Nil. Ça, c'était très important. Voilà, les kémétis, ils vont élaborer des réponses visant à expliquer les manifestations visibles et invisibles de la vie, comme celle mystérieuse de la mort. Ils vont ouvrir là une porte sur un imaginaire que je vais gratifier de service. Alors ça tient à moi, c'est ma réflexion personnelle, parce que c'est un imaginaire qui va aider les hommes à se rendre utiles. Ce n'est pas un imaginaire pour nous endormir, c'est pour se rendre utile, au point de créer l'impensable. Alors je vais faire encore une petite parenthèse, je vais avoir du mal à arriver jusqu'au bout si je fais trop de parenthèses. Sachez que le mot travail, chez les Égyptiens de l'Antiquité, chez les Kémétis, le mot travail n'existe pas. On se rendait utile. Hein, voilà. Donc, vous voyez le mode à penser, comment on revoit un peu les choses petit à petit. On ne travaille pas, on se rend utile. Et on sera rémunéré par une redistribution des richesses par rapport à son travail. En commençant déjà par avoir du blé et de l'orge pour se nourrir et boire. Les Kémétis, ils vont penser. Ils vont imaginer, ils vont projeter, j'essaierai de revenir sur ce mot, que les animaux, les plantes, les phénomènes naturels sont investis d'une énergie surnaturelle communément nommée Netcher. Pas Dieu, là, ça n'existe pas. Des Netcher. Netcher, vous n'avez pas entendu le dire. Netcher, réveillez-vous. Ce sont des créations culturelles qui relèvent du domaine de la connaissance et non de la croyance. Le mot croire n'existe pas dans le langage des Kémétis. Jamais un texte en hiéroglyphe vous trouverez le mot croire. Il n'existe pas. On a la connaissance. On a la connaissance parce qu'on se rend utile et qu'on va chercher les réponses. Les Netchérous, c'est le pluriel de Netcher, donc on va ajouter un ou, vont intervenir dans la vie des hommes, et particulièrement ceux qui auront été choisis, les élus. Le roi, le grand prêtre, la grande prêtresse, le vizir. Ah, celui-là, je vais vous le donner parce que c'est trop chouette. C'est le Premier ministre. L'architecte. L'architecte, très important. Et voilà, comme l'a fait des Pyrénées, choisissons celui ou celle qui aura la connaissance, le pouvoir. Celui ou celle qui sera le messager, ayant reçu le don de la parole. Alors chez les Kémétis, rien ne se perd. Dans cette énergie protectrice, on va l'attirer dans le village par la présence d'un mât surmonté d'une bannière. J'espère que vous voyez tous, oui. Voilà. Surmonté d'une bannière à l'effigie justement du Netcher. Ah mais ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a créé une image qui va devenir un symbole. Voilà la naissance, nous y sommes. On crée un symbole. Et cette action va engendrer la naissance du sanctuaire gardé par le chef de la tribu. C'était le grand chasseur.
qui cédera sa place, mais beaucoup plus tard, à celui chargé des rites, le prêtre. Et ces forces surnaturelles porteront un nom, auront une fonction. Pour certains, auront même une famille. On parlera de triade. On leur donnera un lieu de naissance, un lieu de mort. On les fait vivre. Ils ont une vie. Et leurs histoires seront tellement... Alors attention, j'ai dit le mot histoire. Ah mais oui, des symboles qui ont des histoires, mais alors ce sont des mythes. Et nous voici donc avec des mythes. Et j'ai parlé des rites. Oh, mais tout va être réuni alors. Le symbole, le mythe et le rite. Oh, mais ça devient intéressant. Ces mythes vont tellement être ressentis par la population qu'elles seront le mode, la base plutôt, la base du mode à penser, à modeler, à établir les fonctions administratives, religieuses et funéraires de l'antique civilisation sur plus de 4000 ans. Et tout ça, c'est l'imaginaire collectif. Cette créativité sera la base de l'expérience artistique. Elle est le moteur idéologique. Le sacré, il est partout. C'est une valeur culturelle en tant que fait historique qui entraînera le sacré en des lieux toujours présents, car né de l'imaginaire collectif dont l'utilité s'est avérée exacte. Et surtout, il ne faut pas la perdre. Le temple de Luxor a successivement accueilli, abrité des Netchirou, donc de ces fameuses divinités pharaoniques, hein, une église et une mosquée. Un lieu sacré restera toujours un lieu sacré. Alors, aujourd'hui, bien, je me pose un peu une question pour, dans cet imaginaire associé à des images, comment en parler au niveau des Pyrénées. Et je me suis dit, enfin, c'est quand même un peu loufoque. Qui a eu un jour cette idée folle d'inventer les images symboles, les mythes, les rites, les contes, les légendes pyrénéennes, et pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Alors, on cherche un peu des réponses. Bon, moi, j'ai fait juste un constat, c'est que l'évolution d'une civilisation n'est pas due aux guerres ni aux miracles, mais se trouve être le résultat de la volonté à transmettre les acquis du savoir et de la connaissance. La transmission de l'imaginaire est un outil essentiel à l'évolution de l'homme. Et c'est donc avant tout une histoire d'hommes et de femmes qui nous offre un magnifique cadeau, l'héritage de leur imagination, à travers leurs propres expériences, c'est-à-dire la continuité de leurs chimères, de leur fantaisie, comme le fruit idéal, issu d'un arbre exceptionnel entretenu au jardin des millénaires des mémoires collectives, dans un espace-temps dont le début nous a échappé et dont la fin n'a pas encore été écrite. Les contes, les légendes, le temps n'existe plus. Et pourtant, on ne peut pas retenir le temps. On a beau le traverser, le mettre de côté, essayer de le freiner, il est toujours là. Il est en perpétuel mouvement, telle une création jamais finie. Le temps transporte nos états d'âme, du monde réel au monde imaginaire. Si nous n'avions pas le temps, nous serions toujours dans l'instant présent. Alors, qui va répondre à ce questionnement? Eh bien, pour essayer déjà de pénétrer dans cet espace-temps, je vais citer Teilhard de Chardin, paléontologue et érudit en théologie, qui donne une piste intéressante et que je me suis longtemps répétée. Chacun est le monde depuis le commencement et jusqu'à la fin du monde. Les Pyrénées ont été habitées par des civilisations pastorales parlant des langues différentes, qui n'avaient que leur souffle pour alimenter leurs désirs. Une population qui se déplace à travers de magnifiques chaînes de montagnes, de vallons, de prairies, de plateaux, suivant les rivières, les lacs, les sources. Bien souvent, les hommes se sont trouvés face à de hautes barrières, souvent infranchissables. Alors ils vont donner le pouvoir à des créatures imaginaires de concrétiser cet acte irréalisable, franchir l'impossible, enjamber l'inaccessible, par une gestuelle que tous ont en commun, la marche. Un mouvement alimenté par le souffle de vie qui va s'associer à leur désir de surpasser l'impossible afin de mieux comprendre le milieu qui les entoure. Et ce sont les chasseurs, ces grands observateurs et grands voyageurs, nous en voici encore avec les chasseurs, qui ramèneront de leur épopée des histoires parfois fantasques,
afin de répondre à des situations qui ont provoqué chez ces courageux personnages eh bien, des peurs, des angoisses, des interrogations, les tremblements de terre, les orages, les voix sorties des entrailles de la terre ou d'une roche trouée, le climat, l'apparition de la neige, le comportement animal, et quelque chose qu'on oublie très souvent, le pouvoir des plantes. Ce sont des thèmes que l'on retrouvera très souvent dans les contes et les légendes pyrénéennes. Et on va s'apercevoir qu'à travers les histoires, que ce marcheur pyrénéen va introduire, installer dans son milieu naturel une multitude de géants, de nains, de crocomitaines, de fées, pas toujours bien sympathiques, et de personnages fantastiques aux fonctions semi-divines pour justifier les phénomènes naturels, parfois dramatiques. Et ils vont obtenir des réponses de plus en plus mystérieuses, délaissant ainsi le monde réel pour un monde imaginaire. Mais attention, ils ne quittent pas le monde réel, ils le mettent juste de côté le temps d'une histoire. Sur le sentier de l'imaginaire collectif, le légendaire guetteur observe celui qui détient le pouvoir de la marche, pour qu'un jour il devienne le messager d'un idéal qui ouvrira des portes invisibles vers des lieux sacrés où naîtront les images symboles. Pour revenir au Kéméti, le scribe, le seigneur de l'écriture, c'était le sèche qui s'appelait, sera le principal messager des histoires. Mais j'aime aussi citer un acteur resté dans l'ombre, Lupuaout. Lupuaout, c'était un messager qui portait les paroles écrites du roi. Et il entretenait l'image des valeurs de l'administration pharaonique en Égypte et à l'étranger. Sur son chemin parsemé de dangers, Lupuaout rencontrait des hommes qui l'instruisaient par les dernières nouvelles du palais, du temple, les nouvelles lois, les décrets, les constructions. Puis il emportait les dires des ouvriers, des fermiers, des petites gens, qu'il avait rassurés par des paroles imagées, comme une distribution de repères bienveillants. Des images symboles sorties de l'imaginaire de service indispensable à la mise en œuvre de la connaissance collective. C'était un éducateur, un rassembleur, un médiateur culturel. Par ses déplacements, Lupuaout faisait voyager l'imaginaire et donnait une place primordiale au symbole. Le symbole appelle le mythe, on le sait, et entraîne le rite. Et tous, les trois ensemble réunis, permettent donc au peuple de se mettre en route, en mouvement, dans une gestuelle commune, la marche, et dans un souffle rassurant, l'espoir. Chacun rejoint le peuple pour avancer ensemble, appartenant ainsi à un monde où espoir et liberté sont unis par un lien non plus mystérieux, mais de plus en plus mystique, car palpable. Le peuple se trouve entraîné dans la même recherche d'énergie nouvelle, en l'occurrence une énergie créatrice fondée sur la tradition, car la marche d'aujourd'hui entraîne la marche d'hier. Et j'aurais aimé avoir le temps de vous expliquer la notion de pèlerinage parce qu'elle est là. Sylvain Tesson nous dit « Marcher, c'est faire un bout de chemin avec le temps ». Alors, puisque nous sommes dans les confidences, pour moi, marcher, c'est une quête, c'est une rencontre avec moi-même, et c'est aussi définir la place infime que l'on représente dans l'univers. Ce peut être aussi une rencontre avec l'autre, celui que l'on imagine, que l'on attend, que l'on entrevoit, le Nietzsche, par exemple. Ce peut être aussi une rencontre plus forte, Dieu. Moi, ce qui me plaît dans la marche, à un moment, quand on a tout lâché, c'est une présence, le silence. La marche s'alimente par le souffle. Elle représente autant le repos sur deux pieds qu'un temps d'équilibre sur un pied. Inconsciemment, l'homme qui marche se redresse. Comme le soulignait Jacques Vidal, c'est sa rencontre avec sa dignité. Mais on peut ajouter sa force, sa joie, sa liberté. Par cette expérience corporelle, la marche représente l'homme d'aujourd'hui dans sa
dimension verticale, je suis debout. Et l'homme d'hier, par sa dimension horizontale, celle des langues cachées, celle des traditions. Alors pour rencontrer ce personnage inconnu qui se redresse, eh bien j'observe ma propre attitude. En grimpant au pic du Midi, pour avancer, j'étais courbé, mon sac à dos. Voilà. Puis face au lac d'Oncé, un temps de pause sur mes deux pieds, je me suis redressé. Et là, ma vue a changé. Je suis devenu le guetteur d'aujourd'hui qui m'entraîne vers le messager d'hier, laissant mon imagination rejoindre celle des ancêtres. En l'instant présent, nous marchons désormais côte à côte dans le même espace-temps. Pour le Pyrénéen, la transcription de l'imaginaire est avant tout orale. L'imaginaire populaire va s'habituer à la présence, à la domination des créatures magiques, bienveillantes, voire turbulentes au point que leurs légendes font partie des actions de la vie quotidienne, entraînant un mode à penser, un mode à construire, une organisation sociale à laquelle viendront s'ajouter dans le temps les croyances religieuses gréco-romaines, celtes, chrétiennes et musulmanes. Et pendant que le temps passe, tout homme est aussi un peuple, une société, une culture, une communauté. Les récits, les légendes que l'on se raconte le soir à la veillée vont devenir des outils de la médiation culturelle. Ce sont des clés qui ouvriront des portes, créant des liens de communication, des ouvertures qui vont stimuler la curiosité, entraînant parfois l'inconscient à jouer le rôle du héros, menant l'individu à vivre ce que je nomme les propres expériences miroirs. Les créatures, bonnes ou mauvaises, vont s'animer, se fondre dans l'esprit par la voix, et j'insiste, humaine du messager, de celui qui sait, qui révèle, qui transmet. L'Égypte, elle, a retranscrit son histoire en plusieurs exemplaires, comptabilisant chaque papyrus bien à l'abri dans les niches des bibliothèques des temples et des palais. L'imaginaire s'est aussi faufilé sous différentes formes pour approcher celui qui avait le désir d'écouter. Une culture au service de l'imaginaire qui deviendra un outil pédagogique et qui doit être vu s'il ne peut plus être entendu. D'où la lecture de l'image artistique qui va remplacer le messager auprès d'un plus large public. Ce sont des images symboles qui sont à l'origine du mode de lecture de l'art. Prenons la lecture de l'image fabriquée d'une statue. La description du visage fournit beaucoup de renseignements. Au musée du Caire, la statue du roi Képhren, eh bien, Képhren porte un regard vers l'infini. Il a une bouche entrouverte. Il sourit. Mais il n'a rien à nous dire. Hein. Tout ce que l'humain a à savoir, c'est inscrit sur son trône, sur le trône sur lequel il est assis. Par contre, il a les oreilles très dégagées. Pourquoi? Parce qu'il écoute ce que ses parents divins ont à lui transmettre. Et c'est pour ça qu'il sourit. Il n'a pas le regard posé vers le bas. Oh, toi, petit homme, tu es là, tu me regardes. Il ne sourit pas non plus au touriste qui est venu le voir au musée du Caire. Non, non. Il sourit à ses parents célestes. En règle générale, les divinités ouvrent la bouche. Elles détiennent les secrets de l'univers. Mystères qui seront dévoilés aux humains par celui ou par celle qui sait, qui révèle, qui pourra transmettre la connaissance, comme celle des mythes, par exemple les mythes sur la création du monde, les aventures des dieux et des déesses, devenus des forces personnifiées. L'art est la continuité de l'imaginaire collectif de service, dont la lecture se pratique en silence. Face à celui ou à celle qui transmet par la parole se trouve celui qui écoute, donc qui se tait, donc qui fait place au silence. Un silence qui est riche, qui parle au cœur et à l'âme. L'écoute était très chère à l'éducation du scribe.
Djekaré Sessi, qui était un pharaon de la 5e dynastie, a écrit beaucoup de maximes pour l'éducation de son fils, le futur roi. L'écoute est utile au fils qui écoute, mais l'écoute n'est intériorisée que par celui qui écoute régulièrement. C'est en étant quelqu'un de disposé à écouter qu'on devient quelqu'un qui pratique l'écoute. C'était quelque chose quand même. Voici donc un processus de transmission qui ne doit pas prendre fin. On pratiquait un jeu de répétition, enfermant celui qui écoute dans l'univers du messager. C'est un jeu qui se retrouvera dans les vallées pyrénéennes. Le conteur va répéter les histoires inlassablement et on va se les répéter de famille en famille. Et cette forme d'éducation est conservatrice. Elle véhicule un savoir-faire, un modèle pour les futures générations. La pédagogie en est le transporteur, le diffuseur. Alors pour aller un peu plus loin, j'avais envie de vous emmener dans la définition du mot « projeter ». C'est un mot très 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 ancien chez les Kémétis. D'abord, il est très dur à prononcer. Le W se prononce OU, donc il faut avancer les lèvres. L'espèce de 3 à l'envers, c'est un A au fond de la gorge, ce qui fait OUA, 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 OUA. C'est un drôle de mot, c'est une drôle de prononciation, c'est un mot très très ancien. Et bien voilà ce qu'il voulait dire ce mot. Méditer, mesurer, fonder, modeler, imaginer, 5e position, tout en agissant, ça ne va pas nous tomber du ciel, avec détermination, faut le vouloir, et en délibérant. C'est quand même quelque chose de fort. Ce qui veut dire par exemple que l'architecte qui devait inventer, imaginer un projet, devait ensuite le partager. Il devait le révéler pour échanger des points de vue et ensuite stocker les données pour les transmettre aux générations futures. Et c'est là la clé de la réussite. Le mode à penser des anciens Égyptiens, il ne faut pas aller la chercher chez les ovnis, là-haut, les aliens. Non, elle est là. Elle est dans ce mot. Tout est là. Il en va de même pour un conte, dans une autre dimension. Une légende qui sont faits pour durer, pour l'éternité, comme les pyramides. On veut que ça dure, on ne veut pas que ça s'arrête. Il a fallu à l'architecte, pour réaliser l'impossible, l'inimaginable, que tout son désir soit profondément ancré dans son imaginaire pour qu'il devienne réalité, et cela en la présence de témoins, d'une communauté, d'une société, d'une culture, pour qu'il y ait réalisation et continuité du projet OUA OUA. Imaginez Snéfrou, 4e dynastie, qui va bâtir et va faire 4 essais de pyramides. Chaque fois, ça s'écroulait. Et enfin, il y en a une qui, bon, à peu près, est restée debout. Si l'architecte n'avait rien noté, n'avait pas partagé tout son travail, tout ce qu'il avait imaginé pour y arriver, eh bien Khéops n'aurait jamais, le fils de Snéfrou, Khéops, n'aurait jamais pu bâtir la grande pyramide de Gizeh. Alors revenons aux pyramides, aux Pyrénées, pardon. Quoique, hein. Quoique. Voilà. Alors, quelques conséquences dans les contes pyrénéens. Eh bien, il suffit de faire quelques lectures sur l'histoire pyrénéenne pour s'apercevoir que les hommes ont traversé le temps, sont passés comme des êtres en exil. Ils se déplacent, s'installent pour quelques jours, mois ou années, dans un endroit qui convient à leur subsistance. Puis ils repartent avec une histoire, leur histoire, transformant l'imaginaire en une sorte de refuge qu'il ne faut pas oublier d'emporter comme on n'oublierait pas ses chaussures ou son couteau. Les contes, les légendes deviennent indispensables. Ils endorment les peurs, les angoisses, la panique, la désespérance. Une histoire qui va faire basculer, évoluer une situation, car elle éduque non pas un individu, mais une communauté. L'histoire va transformer la peur, le chagrin, la mort, en faisant naître l'espérance, la grâce, la réconciliation. C'est ce qui fait son charme. Les histoires pyrénéennes sont éternellement renouvelables, comme si les personnages imaginaires veillaient autant sur la nature foisonnante des montagnes que sur les générations d'hommes venant lui rendre hommage. Chaque instant ayant le parfum d'une fête, celle de la première alliance. Alors au loin, au-delà des montagnes, on entendra résonner le chant du berger s'adressant à ses bêtes pour un ultime secret
sur les mystères et l'exigence de la nature, comme un rappel à la naissance d'un paradis inaccessible, mais si présent dans le cœur et dans l'âme collective des ancêtres. Et que va-t-il donc se passer dans ces vallées? Eh bien, on constate que les légendes provoquèrent des superstitions qui engendront la peur, comme le respect, des affabulations, car on n'hésite pas à en rajouter, des mensonges aussi. Divers comportements vont se répandre le long des vallons, des grottes habitées par de petits personnages, des forêts où habitent des monstres. Les mythes, les rites entraînent les peuplades dans une marche inconsciente sur des sentiers jalonnés de mégalithes que l'on admire, de pierres dressées que l'on vénère, de sources miraculeuses dont on attend l'enchantement. Et on constate que les histoires sont aussi animées de sentiments, de la haine menant à des tueries, d'amour servant les intérêts, mais surtout de morale, servant d'outils pédagogiques pénétrant les foyers, comme la fée s'invite auprès des femmes. Des histoires en des lieux connus, où la magie détient la première place, celle de divinités, de fées, de sorcières, de diables, de créatures mythologiques surhumaines ou suranimales, à l'aide d'un bestiaire fantasque. Les histoires d'immenses serpents sont très répandues tout le long de la chaîne pyrénéenne et donnent souvent naissance à un lac. Moi, je vous citerai ceux que je connais. Lourdes, Ilaou, le lac d'Isabi, qui est là, derrière moi. Mais il y a aussi ces serpents transformés en monstres de pierre. Vous connaissez tous le pic du Midi, qui ne s'appelait pas le pic du Midi, c'était simplement la montagne qui était en haut de la vallée d'Arizès. Et cette pointe, regardez bien comment il est, c'est la queue d'un serpent. Et la tête, elle est, qui le sait? Alors ça, je l'ai trouvé dans un vieux bouquin, je vous le dis. Elle est à Gavarnie, c'était Gavarnie. Et quand il y a eu le grand tremblement de terre qui va faire effondrer la tête du serpent et créer le cirque de Gavarnie, il y aura 3 lacs devant cet endroit-là, devant le cirque, c'est le serpent qui pleure lorsqu'il s'est effondré. Vous ne connaissiez pas l'histoire? C'est plein d'histoires super. En tant que quoi, les Pyrénéens sont allés le chercher très loin, mais simplement autour d'eux. Pourquoi? Eh bien parce qu'on revient au point de départ, l'observation. Tout est dans l'observation. L'ancien était un grand observateur. Au plus il observait son environnement, au plus il imaginait. Et on a besoin de poser un regard sur une image réelle extraite du paysage, par exemple. Les images sont des signes visibles et qui agissent sur le mental. C'est le temps d'une pause, afin de passer de la réalité à l'imaginaire. C'est le temps du silence, celui du rêve éveillé. 5 ou 10? 5 et 5 de débat. Ouh. Non, j'ai encore plein de choses à leur dire. Ça s'appelle pas, ils ont regretté qu'on sera demain. Vous nous enverrez le texte. Faire un scandale. Alors cette lecture de l'image va engendrer le projet, car inconsciemment, l'observateur pyrénéen ou égyptien a vécu ce temps de pause, lorsque les images se sont mises à parler, à raconter, à donner des réponses à leurs interrogations. Ce que je vois, ce que je comprends, à quoi cela me fait-il penser? Moi, lorsque je suis arrivée sur la pointe de Surguette, la première chose que j'ai vue, un serpent. Puis après, en m'approchant, j'en ai vu un peu plus, on dirait un visage, une tête penchée. Voyez. Comme quoi, on peut chacun avoir quelque chose de plus. Alors, on va abréger. C'est la pareidolie, pareil. Voilà. On va abréger simplement l'observation chez les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils ont inventé en premier? Eh bien, ça a été leur écriture. Écriture qui est quand même liée à une dynamique extraordinaire, puisque c'est la dynamique homme-nature. Ils vont tout de suite inventer un enseignement. Cet enseignement, on l'appelait Sebait, et ça voulait dire apprendre à comprendre. Donc vous voyez, on est toujours dans cette façon de faire, c'est apprendre à comprendre. Et ça, c'était à apprendre par cœur. Donc c'est un élève niveau CE2 à peu près,
apprendre, comprendre, transcrire pour transmettre le savoir et la connaissance, bénédiction de l'érudit, à savoir par cœur et répéter tous les jours, en arrivant à l'école des petits scribes. Oui, il y a du chemin à faire. Nous ne dirons rien. Voilà, moi je voulais vous parler un petit peu de mon travail plus en profondeur, des historiettes oubliées des Pyrénées. Donc moi j'essaie de travailler ces historiettes en reprenant des histoires qui ont existé. Je les arrange un peu d'une autre façon, avec un autre regard par rapport à ce que je vais découvrir aujourd'hui sur les lieux où je me rends. Voilà. Alors ça a donné Mahou et la forêt enchantée. La forêt enchantée, c'est celle de la Gourgue d'Ascq. Et c'est un rapport entre l'humanisation de la forêt et un personnage qui veut justement devenir forêt. Et puis il y a à l'état du mauvais bourg avec cette fée acariâtre, Léda, et puis l'histoire avec les femmes, justement, comment elles vont gérer tout le problème de l'eau. Voilà. Alors on va passer vite fait quand même un petit peu à la conclusion, on y arrivera quand même. Voilà. Alors apprendre à marcher dans les pas l'un de l'autre, ouvrir de nouveaux chemins, c'est déjà essayer de tracer un sentier. Alors moi j'ai trouvé cette définition très belle du sentier comme transmission de la pensée par la marche, ce qui allait tout à fait dans le développement de ce que je venais de dire. Donc, le sentier, c'est la mémoire que l'homme garde des hommes. Plutôt que fait pour marcher, il est fait par les marcheurs. À l'échelle de l'univers, les voyageurs et leurs ânes ne pèsent guère, ils passent. Pourtant, leur effleurement plie l'herbe, leur foulée polisse l'argile, leur pied rapide modèle un sillon, l'infime finit par creuser sa marque. Voilà, la marche a entraîné l'observation. D'accord. La marche a entraîné l'observation d'images devenant des symboles, dont les histoires ont permis à l'homme de structurer une vie sociale qu'il a organisée selon ses besoins. L'imaginaire collectif a développé un instinct de survie permettant aux ancêtres de traverser le temps en respectant des temps de pause. Que la transcription de l'imaginaire collectif soit orale, écrite ou figurative, elle a trouvé dans l'éducation le meilleur des diffuseurs. Alors n'oublions pas d'emporter sur les sentiers de la vie quelques histoires pour les déguster comme une gourmandise autorisée. C'est en les partageant qu'on les apprécie à leur juste valeur. Voilà, je vous ai livré quelques confidences d'autrice en vous invitant à un petit voyage d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Chaque civilisation possède son mode à penser, chaque homme possède son propre imaginaire, à chacun son désir de le projeter. Merci. Il nous reste environ 5 minutes de discussion, de questions. Moi, je voudrais dire que c'est un sujet vraiment original. En ce qui me concerne, n'étant pas égyptologue, je ferai quelques références pour la culture pyrénéenne. Il y a des spécialistes qui viennent d'arriver d'ailleurs. Mais je pense que vous avez pour le grand public, par exemple, Olivier de Mariave, où il y a un peu de tout, et parfois n'importe quoi, mais enfin, qui s'adresse à des auteurs anciens aussi, surtout de la chaîne pyrénéenne. Et plus universitaire, vous avez le livre de Xavier Ravier, dont on parlait dans la soirée à la salle Mazinder, sur les récits de Haute-Bigorre, qui effectivement part des contes et voit ce qu'il reste des mythes anciens, notamment Mialaris, le héros civilisateur qui apporte à la fois l'humanité, les neiges, etc. Voilà, l'apparition de la neige. Tout à fait, se retrouve. Oui. Et bon, moi j'ai travaillé sur ces sujets en Afrique, les mythes aussi se dégradent aussi en conte, on peut faire le trajet inverse, hein. Donc il faut remonter à des temps plus anciens. Quant au peuple qui, peut-être on en aura un dernier mot à propos de leur paillage, qui ont peuplé les Pyrénées, ben écoutez, c'est la grande obscurité. Il y a d'un côté l'archéologie pastorale qui date de moins de 20 ans, les analyses ADN qui sont encore plus récentes, et les recherches comme le fait notre ami Claude Moon sur les cupules et pétroglyphes qui donnent des indications, mais c'est encore le grand mystère. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques dans la salle? Alors, sachez quand même que j'ai un site,
sur lequel j'y laisse beaucoup de choses de temps en temps. On peut retrouver sur YouTube aussi, en passant par mon blog, des petites vidéos et pas mal de choses que j'ai faites sur l'Égypte aussi, parce que j'ai fait aussi beaucoup de radio, beaucoup d'émissions sur l'Égypte. Et donc je les ai mises illustrées et mises sur YouTube. Donc on peut les retrouver. Et puis vous pouvez trouver mes aventures dessus, comme vous pouvez aussi retrouver mes livres. Voilà, ça c'est... N'hésitez pas. Et alors il y a aussi un onglet qui vous permet de me contacter. Donc si vous avez des questions ou envie de parler, n'hésitez pas, je réponds volontiers. Voilà. Dites-moi qu'on s'est rencontrés ici et ça sera un plaisir de vous répondre. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je les prends volontiers. Voilà. Des remarques ou des commentaires. Ouais. N'hésitez pas. Voilà, sachez que moi j'ai toujours travaillé sur l'Égypte, j'ai travaillé sur le Maroc, j'ai travaillé sur la Tunisie, beaucoup en France aussi bien sûr, mais c'était toujours pour faire circuler les connaissances, savoir tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a acquis. Mais depuis que je suis à la retraite, c'est vrai que je fais un peu moins d'Égypte et un peu plus. Je veux découvrir un peu plus ce monde pyrénéen, donc il m'intrigue. Et je vois que ça fait 2 ans que je fais plusieurs conférences. En définitive, les gens sont intéressés aussi parce qu'on peut découvrir, même quand on n'est pas de la région. Voilà, c'est très intéressant et je suis contente d'être venue quand même passer ces 3 jours avec vous. Je remercie Claude parce qu'il m'a invité et c'était vraiment très intéressant et très instructif tout ce qu'on a pu voir. Une dernière question de Claude, peut-être? Oui, une question, Sylvie. Justement, le mot projeté ou art. Oui. J'entends la matérialisation d'une projection par le souffle. Donc, est-ce qu'on peut le lier à une notion de divinité, de création, le souffle insufflé, tout ça? Le souffle insufflé, c'est possible. Tu sais, voilà. Moi, c'est une réflexion que je me suis faite avec cette définition, parce que j'ai trouvé que c'était très fort. Parce qu'on se dit toujours, tiens, on imagine qu'on va construire la grande pyramide. Non, c'est pas dire j'imagine, mais ça veut dire tellement de mots en même temps, tellement de fonctions. Et puis je suis pas tout seul. Donc oui, peut-être qu'on peut aussi aller chercher quelque chose dans le souffle. Mais si on regarde les Netcher qui sont en rapport avec le souffle en Égypte, faut quand même aller chercher même dans les cosmogonies, c'est pas tellement. Alors il faudrait vraiment à ce moment-là dire, il n'y a pas que le souffle. C'est un souffle qui contient une émergence, qui contient quelque chose de plus fort. Peut-être aller vers le verbe créateur à ce moment-là. Et le cas, peut-être, non? Non, le cas, c'est le double. Le cas, c'est le double. Non, là, je crois qu'il faut plutôt aller chercher dans quelque chose qui va vers la création. C'est pour ça que je parlais de création, de retour vers la création. On va rechercher quelque chose dans les origines. On va chercher quelque chose de loin, qui va nous donner cette force pour pouvoir justement être inspiré et pouvoir concrétiser ces constructions. Ce jeu des voyelles, le U et le A finalement. Eh ben, alors c'est un A assez profond, tu vois, c'est un A arabe quand on va chercher un A. Tiens, monsieur le prochain intervenant s'approche. Oui, d'accord, je m'en vais. Je viens vous voir, ne vous inquiétez pas. Je ferme et je laisse la place. Merci encore. Merci beaucoup. Vous avez dit que ce serait récréatif, hein?